La reconnaissance envers les autres, c'est une valeur importante et capitale que tout un chacun de nous devrait posséder. Et justement, aujourd'hui, on en parle dans la chronique Un œil sur la société, la reconnaissance envers les autres. Comment justement être reconnaissant et surtout, qu'est-ce qu'on gagne à être reconnaissant? On en parlera aujourd'hui. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouitrago, suivi de la rubrique Invité du jour. Et aujourd'hui, nous discutons avec les personnes du troisième âge ou les personnes âgées, si on peut le dire. Et justement, on parlera de leur bien-être avec une association, l'association donc Génération Solidaire, avec qui nous parlerons du vécu des personnes âgées. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, Aniché et Anisogma, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le deuxième numéro de la semaine de l'aventure. On part tout de suite et maintenant à Lumbila pour démarrer cette aventure puisque nous y sommes installés pour à la découverte de. Nous vous faisons découvrir ou redécouvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila dans la rubrique à la découverte 2 et on commence avec les témoignages de la semaine. Nous nous sommes approchés justement des sœurs qui travaillent dans cet orphelinat-là pour comprendre le fonctionnement et les activités qui s'y déroulent. En plus de l'enseignement, bien sûr, il y a d'autres activités d'autoprise en charge comme la gestion donc de leur pizzeria et l'élevage également. On regarde, on écoute attentivement et on revient pour la suite. C'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Soala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, c'est des enfants en détresse d'autant plus, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins.
Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Voilà. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà. Et aussi à la boulangerie avec des employés, il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça fait une insertion dans la société. Et le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise. Oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation.
Vous écoutez à l'instant l'une des sœurs de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et nous découvrons cet orphelinat à travers la rubrique à la découverte de cette semaine. Pour la suite, nous feuilletons les journaux ensemble à travers bien sûr la revue de presse. Alphonse Ouedraogo que nous retrouvons à présent pour découvrir les titres. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikéma, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On découvre d'abord les titres des journaux. Tout à fait, et nous débutons avec le journal Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin, tribunal de grande instance Ouaga 2, 12 personnes condamnées pour des faits de corruption. Maître Benouende Stanislas Sankara a donc accordé une interview au journal Le Quotidien. Il déclare le capitaine Ibrahim Traoré se veut héritier et continuateur de l'œuvre du président Thomas Sankara. Une interview à lire à la page 8, 9 et 10 dans le journal Le Quotidien. CIAO 2024, des artisans appellent le gouvernement au secours. Axe Bobo-Banfora, les trafics routiers et ferroviaires suspendus, nous informe le journal Le Quotidien. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, lui titre à sa une ce matin. Bobo Banfora, le DG de l'entretien routier, rassure sur la reprise du trafic. Toujours dans ce quotidien, on peut lire région de Haut-Bassin, une pile de recommandations pour changer le visage de l'éducation, nous apprend le journal. Dans sa rubrique, autant le dire, le journal écrit dette intérieure, une arête de poisson dans la gorge du patronat. Lazare Bancier, ancien président de la FBF, nous rassure que la fédération est entre de bonnes mains, c'est-à-dire à la page 10. Secteur privé de santé, bientôt de nouvelles conditions d'exercice, nous annonce le journal. Violation du domaine de Houndé Gold Operation, le gouverneur sonne la fin de la récréation, nous apprend le journal. Le journal Le Pays, lui, affiche ce matin axe Bobo Banfora, le trafic interrompu en raison de la dégradation du pont de Tarfila. Toujours dans ce quotidien, on peut lire pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. 12 personnes condamnées. Le Pays nous apprend toujours centre-ville de Ouagadougou, des mendiants migrent vers les zones périphériques. Généralisation du port de Faso d'Anfani dans les établissements d'enseignement, aller au-delà de la tenue. C'est donc une analyse à lire à la page 6 du journal. Fédération burkinabé du football, le colonel-major Oumarou Sawadogo prend le commandement. Dans sa rubrique Actu Sport, le journal écrit Burkina-Malawi, nous aborderons ce match avec sérénité et humilité. C'est donc une affirmation de Stéphane Aziz qui, le milieu de terrain burkinabé. L'observateur Palga, à sa une ce matin, titre Pluie diluvienne, Banfora coupé de Bobo du Lasso. Toujours dans ce quotidien, on peut lire président de la FBF, le colonel-major Oumarou Sawadogo, prend officiellement le commandement. Naufrage au Sénégal, émigration d'accord, préservation de la vie d'abord. C'est à lire dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Répression des infractions de terrorisme, 18 dossiers jugés au TGI Ouaga 2, nous informe le journal. Projet électrification rurale, la Sonabel fait des heureux à Nyoko 2, nous annonce le journal. Le journal aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, on peut lire offensive agro-pastorale et halieutique 2023-25. Le ministre sommier dans les champs et rizières du centre-ouest. Toujours dans ce quotidien, on peut lire une centaine de migrants noyés au large de Umbo, c'est au Sénégal. Un pied de nez au séjour de Pedro Sanchez. Toujours dans ce quotidien, on peut lire axe Bobo Banfora, suspension du trafic routier et ferroviaire. Lazare Bancé passe le témoin au colonel-major Oumarou Sawadogo. C'est à lire dans la rubrique News du jour. En Côte d'Ivoire, divorce FPI RHDP, où Afingissa va déposer son baluchon, s'interroge donc le journal aujourd'hui au Faso, qui termine en nous informant que la conférence épiscopale Burkina-Niger a donc appelé à un tridome de prière pour la paix au Burkina Faso. Terminons avec le journal de tous les Burkinabés Sidoaya.
Dans sa livraison de ce jour, affiche Axe Banfora, Bobo Dioulasso, des travaux en cours pour établir le trafic. Toujours dans Sidoya, l'on apprend station de recherche de Saria, un levier scientifique de l'offensive agricole. Plurianal consulté lorsque les démangeaisons sont accompagnées de diarrhées sanglantes, écrit le journal. Port du faso d'Anfani en milieu scolaire, Filsa SA offre 850 pailles aux écoles de Lafiabougou A et F, écrit le journal. Électrification du quartier Nyoko 2, bientôt du courant à moindre coût, nous annonce le journal. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. On débute la phase commentaire avec l'actualité en lien avec les ponts détruits au niveau de l'ouest du Burkina. On se demande bien quels sont les motifs. En tout cas, c'est la question fondamentale que bon nombre de Burkinabés se posent aujourd'hui parce que depuis donc, le début de la saison d'hivernage, nous avons donc assisté à plusieurs ponts qui ont donc été détruits par les eaux, bien sûr, dans cette partie ouest du Burkina. Quelle peut être la raison? C'est quand même une surprise. Hein? L'année passée, ce qu'on a pu voir, c'est que la route à hauteur de Houndé, pas le pont qui est là-bas, a donc été débordé. L'eau était telle que le trafic a été donc interrompu pendant quelques temps, comme cela a été donc pour cette année. Mais cette année, la différence est qu'il y a beaucoup de ponts qui ont donc été détruits par le ruissellement, bien sûr, des eaux qui étaient vraiment en quantité, en abondance, en intensité. Et cela amène plus à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la puissance ou en tout cas la pluie abondante qui fait que ces ponts-là sont ravagés par les eaux? On peut se poser donc cette question. Ce qui est vrai, mais amène quand même certains ceux à faire un peu la nuance. Vous savez que le barrage de Samandéni, qui a donc été construit au niveau donc des hauts bassins. Chaque année, il y a donc cette politique qui était que il faut faire en sorte que la mise en eau de ce barrage-là soit vraiment effective. Pour cela, il a fallu donc bloquer l'écoulement des eaux au niveau depuis pratiquement vers le Ghana jusqu'à donc vers les hauts bassins. Donc, beaucoup d'espaces d'eau ont donc été fermés pour canaliser l'eau jusqu'au barrage donc, de Samandéni. Et l'objectif est que ce barrage-là soit plein parce qu'il y a plusieurs activités qui sont donc menées au niveau donc, du barrage de Samandéni. Malheureusement, en croyant bien faire, il y a donc ces petits soucis-là qu'il va falloir donc régler. Si vous vous rendez compte que cette année, les hauts bassins sont abordés, sont débordés par des eaux. C'est compte tenu, bien sûr, du fait qu'on a canalisé le fleuve et que le barrage de Samandéni est plein. En conséquence, l'eau déborde et se replie. Bien sûr, l'eau va se frayer un passage. Et c'est en se frayant un passage avec une pression que ces ponts-là sont ravagés. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ça, c'est l'une des raisons. Deuxième raison, il est question aussi du fait que on peut se poser cette question. Pourquoi ces ponts qui sont construits il n'y a pas longtemps sont ravagés par ces eaux, même si l'eau, le ruissellement était avec une intensité tenace, quand même on peut se poser donc cette question. Est-ce que c'est le béton qui n'a pas été bien armé? Et là, ça interpelle par exemple le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui doit avoir un œil sur ces travaux-là. Parce que quand vous avez donc en charge de mettre le bitume sur une voie, il y a bien sûr l'avis technique et le contrôle du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui est demandé. Et vous êtes accompagné à tout moment et le suivi est tel que vous devez bien faire le travail. Malheureusement, si l'on assiste aujourd'hui à des destructions de ponts intempestives, on peut se poser dans cette question, est-ce que le travail a été réellement bien fait? C'est une question. Donc je pense qu'en même temps,
c'est le laboratoire national du bâtiment des travaux publics qui doit vraiment faire le travail, en tout cas un travail de suivi, le contrôle assidu, pour que nous ayons donc des réalisations bien faites qui répondent vraiment aux besoins du moment. Parce que ce n'est pas du tout simple. C'est de l'argent qu'on jette. Oui, et quand on sait à quel point aussi l'acte c'est tellement bien, tellement fréquenté. Tout à fait. Ouaga Bobo coupé, Ouaga Banfora Bobo Dulasso coupé. Et après, avant c'était Ouaga Bobo justement. Donc, après Bobo Banfora, et même la voie ferroviaire est bloquée. Alors, est-ce que la reprise des travaux aussi de bitumage de la route Sakoinsé au Koudougou est-elle un cas d'école? Tout à fait, c'est un cas d'école parce que les travaux de cette route ont donc été exécutés sous Rochma Christian Kaboré et nous avons vu le tollé qu'il y a eu après le constat fait même par des amateurs. Ce n'est même pas d'abord un contrôle des techniciens. Les amateurs, ceux qui avaient emprunté cette voie, ont donc commencé à dénoncer les usagers parce que ce n'est pas bien fait. Oui. Après le tollé suscité, le gouvernement a donc pris le taureau par les cornes en demandant que les travaux soient donc repris. Chose faite aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup d'usagers, en tout cas, témoignent que si vous empruntez la voie Saint-Coin-sur-Koudougou, c'est comme si vous étiez circulé sur une voie à Ouaga 2000, tellement que c'est bien fait. Et on pourrait dire que tant mieux, parce que les travaux qui avaient donc été bâclés, il faut le dire, ont donc été repris avec ce que nous voyons. C'est à la satisfaction donc des usagers, en tout cas de tout le gouvernement qui a donc donné cette leçon-là à ces entreprises. Il faut bien faire les travaux parce que ça économise non seulement vous gagnez en temps et en termes de ressources financières, vous gagnez également. On économise. Ces travaux qui sont repris, c'est aux frais de qui? Forcément, aux frais donc de l'entreprise en charge donc des travaux. Aujourd'hui, il y a la voie Ouaga Titao qui est en cours et c'est l'entreprise ATP, Mamadi Sawarou, qui a donc en charge ces travaux. Mais de ce qui nous revient, c'est que le contrôle est tel que c'est difficile d'avancer comme il se doit. Puisque d'abord, il faut procéder à la fermeture des ponts. Il faut faire les ponts. Et pour faire les ponts, ce n'est pas avec n'importe quel béton. Il faut une analyse du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Et le contrôle est tel que vous allez devoir reprendre à plusieurs reprises. Et tout cela, c'est pour éviter d'éventuels agréments. C'est pour éviter vraiment des soucis qui pourront donc arriver après donc les travaux. Donc je pense que c'est ce contrôle qui doit se répandre dans beaucoup de chantiers, sur beaucoup de chantiers en cours, parce que ça nous aide donc à économiser en termes de ressources financières. Quand on sait qu'on est dans un contexte particulier, je pense que chacun doit pouvoir faire son travail. C'est important. Alors, passons à un autre sujet. 12 personnes condamnées pour des infractions en lien avec le terrorisme. Tout à fait. C'est le pôle judiciaire spécial dans la répression des actes de terrorisme. Ce pôle judiciaire spécial est donc logé au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. On pourrait dire que ce travail qui n'est pas une première parce que c'est à l'occasion donc de la 3e session que ces dossiers ont donc été vidés. Alors au début il y avait donc 20 dossiers, mais après examen, les 18 dossiers ont donc été jugés et les 2 autres ont donc été renvoyés pour donc la prochaine session. Le temps pour l'administration judiciaire de procéder à une bonne administration des dossiers avant donc de programmer ces dossiers-là pour jugement. Donc ce pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a donc fait son travail. Il faut dire que c'est à féliciter parce que ils ont pris l'engagement de tenir chaque mois, en tout cas ces sessions-là, pour évacuer tous ces dossiers qui attendent donc d'être jugés. Vous savez que nous sommes dans une dynamique qui est de lutter contre le terrorisme, d'avoir la paix.
Et à tous les niveaux, on doit sentir les choses bouger. C'est dans ce sillage-là donc qu'au niveau de la justice, elle aussi, elle fait son travail pour en tout cas se mettre en phase avec la dynamique en cours pour répondre aux besoins du moment. Donc, dans ces 18 dossiers, 22 personnes étaient donc impliquées et après le jugement, 12 ont donc été reconnus coupables pour ces faits d'association de malfaiteurs, de complicité d'association de malfaiteurs, du terrorisme, de détention d'armes illégales à feu et de munitions, en tout cas de financement du terrorisme. Donc ces 12 personnes-là ont donc été condamnées à des peines allant de 5 à 21 ans de prison ferme et à des amendes allant de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Et l'autre information est que les 10 autres ont donc été relaxés au bénéfice donc du doute. C'est ce qu'on peut retenir comme information venant donc de ce pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme, logé donc au niveau du TGI Ouaga 2. Merci bien. Merci. Revenons sur cette information que l'Express du Faso a titrée dette intérieure, une arête de poisson dans la gorge du patronat. Oui, c'est à l'occasion bien sûr des états généraux du secteur privé. Cette question a donc été soulevée à quand donc nous allons finir avec vraiment cette dette intérieure qui dure, on pourrait dire, depuis 2015 jusqu'à cette date. Cette dette intérieure existe et beaucoup d'entreprises peinent à décoller aujourd'hui à cause de cette dette intérieure. J'en connais qui ont des factures de 2018, 2019, 2020 qui ne sont pas encore payées. Et ce qui arrive très souvent, c'est que si vous avez une grosse facture, mais on vous paye peut-être sur la facture qui ne coûte pas cher, et l'autre là reste toujours en instance. Donc ça ne permet pas vraiment aux entreprises de décoller véritablement. Beaucoup sont aujourd'hui dans des situations financières difficiles parce que quand vous finissez d'exécuter le marché, vous attendez bien sûr d'être payé parce que beaucoup d'entreprises ont certainement contracté des prêts au niveau des banques et dès lors que vous serez payé avec ce retard, il y a des pénalités. Et si on vous paye, mais c'est directement à la banque où vous avez donc contracté le prêt, c'est à cette banque qu'on va verser donc l'argent. Et certainement, quand ça va arriver, la banque va immédiatement procéder donc à couper ce que vous lui devez, et bien sûr avec les pénalités. Donc finalement, c'est comme si vous aviez travaillé pour la banque, parce que trop attendre, c'est tout perdre. Donc cette situation est vécue par beaucoup d'entreprises aujourd'hui. De ce qui nous revient, c'est que l'État doit pouvoir faire un effort. C'est vrai que nous sommes dans une guerre, mais il faut créer une économie de guerre. Comme l'a dit donc bien sûr le patronat, et pour créer une économie de guerre, il faut faire en sorte que les entreprises puissent continuer à vivre, à décoller, parce que quand on parle de la lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'angle du chômage est pris en compte. Donc il faut faire en sorte que les entreprises, surtout le secteur privé, puissent créer des emplois, et c'est en créant les emplois qu'on pourrait vraiment retenir, en tout cas contenir un certain nombre de choses. Bien sûr. Voilà. On termine par le sport. Les étalons jouent encore ce soir. Tout à fait, c'est le rendez-vous très attendu ce soir contre le Malawi, c'est à Bamako, au stade donc, du 26 mars. Et c'est le Burkina Faso qui reçoit le Malawi. Donc nous allons donc, voilà, il reçoit le Malawi à Bamako. Cette rencontre est capitale. Après donc un match nul d'un but partout avec le Sénégal, qui a donc gagné hier 1-0 face donc au Burundi. Il faut dire que ce match est à prendre très au sérieux. Et je pense que la conférence avant match en dit tout, que ce soit les joueurs ou le coach, l'assurance est que nous devons prendre très au sérieux cette rencontre parce que l'avenir de notre parcours en dépend. En conséquence, l'adversaire est à prendre avec toute la diligence possible. Malawi,
contre le Burkina. C'est comme si nous partions dans une posture de favori après avoir fait un match nul contre le Sénégal. Mais il faut dire que les joueurs doivent mouiller le maillot. Et je pense que la déclaration d'Aziz Ki en dit long quand il dit qu'ils affrontent donc l'adversaire avec sérénité et en toute humilité. Ça veut dire que rien n'est à négliger. Il faut éviter les petites erreurs, par moment à payer cash. Il faut jouer en équipe. Il faut du tout faire en sorte que il n'y a pas beaucoup de pertes de balles. Parce que c'est ça aussi qui peut créer des soucis. Donc, avec ce que nous avons vu, la dynamique avec laquelle les Italiens ont mouillé le maillot contre donc le Sénégal, croire jusqu'au bout, je pense que pour la rencontre de ce soir, nous devons donc y croire jusqu'au bout, jouer en équipe, en tout cas, ne pas vraiment commettre des erreurs. Et à l'issue de la rencontre, certainement, nous sortirons victorieux et nous empocherons donc les 3 points. Bonne chance en tout cas aux Étalons. Merci bien. Et bonne chance à toute l'équipe. Bonne suite, Madame Nikiema. Merci. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires, histoire de se mettre cette fois-ci au parfum de la météo. Allons découvrir les couleurs du temps. Nous recevons pour vous aujourd'hui le colonel-major à la retraite, Daouda Traoré. Il est le président de l'association Génération Solidaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Merci d'être là. Vous êtes venu accompagné de Madame Ouedraogo Nessanwidi Florentine, responsable chargée des sports et loisirs de l'association et professeur de sport à la retraite. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Merci à tous d'être là pour échanger justement avec nous. Vous avez organisé notamment des activités le week-end passé et d'autres activités doivent venir. Donc on va parler de tout ça. Mais en attendant, présentez-nous cette association, l'association Génération Solidaire, qui existe depuis 1993. Tout à fait. Ah oui. Merci madame. L'association Génération Solidaire, qui a été créée en 1993, est une association qui a pour but d'œuvrer au bien-être sanitaire, social, économique et culturel des personnes âgées. Alors nous avons une approche originale parce que notre approche est intergénérationnelle. À l'instar, nous ne faisons pas comme la plupart des associations qui réunissent les personnes âgées entre elles. Nous réunissons personnes âgées et personnes jeunes pour œuvrer au bien-être des personnes âgées et aussi pour profiter de l'expérience des personnes âgées. Voilà, c'est notre objectif comme ça. Et nous menons justement des activités dans ce sens qui mettent à contribution les aînés et les plus jeunes. Et les plus jeunes. Alors, justement, votre objectif, c'est la mission, c'est justement contribuer au bien-être, comme vous l'avez dit, côté sanitaire, économique, culturel de ces personnes âgées-là. Vous parlez tantôt d'activités. Quelles sont concrètement ces activités que vous organisez pour encore renforcer les liens de ces personnes, entre ces personnes âgées, mais entre les personnes âgées aussi et les personnes non âgées? Merci. Nous organisons chaque année une grande campagne d'action pour les personnes âgées. Okay. Cette année, c'est la CAPA 2024. CAPA, c'est campagne d'action pour les personnes âgées. Et vous étalez ces actions sur combien de temps, par exemple? Nous les étalons jusqu'au mois de décembre. Okay. Nous venons de les lancer le samedi dernier, 7 septembre, et nous les poursuivons jusqu'au mois de décembre. Et il y a beaucoup d'activités. Le 7 septembre, il y a eu le lancement avec une plantation d'arbres par les aînés, ce qui est extrêmement important au Musée national. Et nous avons planté des arbres de longévité. Les rogniers, les baobabs, les nérés, qui mettent des décennies pour être à maturité, mais aussi des arbres de prospérité qui donnent rapidement des fruits, comme les pommiers du Sahel. Voilà, donc tout ce que nous avons planté traduit la résilience, la longévité et puis le bonheur pour notre peuple. Alors ça, c'était au lancement, le samedi dernier, et on a offert une visite du musée, une visite gratuite aux personnes qui étaient là, notamment les personnes âgées.
Et la campagne continue avec beaucoup de... On va justement revenir sur cette activité, mais j'aimerais bien donner la parole à madame pour continuer. Parlant de sport, vous avez été dans le domaine jusqu'à être à la retraite et aujourd'hui vous accompagnez les personnes âgées. On peut dire que vous êtes un peu aussi donc dans ces personnes âgées-là. C'est sûr que dans le groupe, il y en a plus âgés que vous, certainement. Mais comment, en fait, le sport se passe? Et merci. Vraiment, le sport est vraiment important pour toute personne, mais plus pour la personne âgée. Ah oui. Bon, moi, j'étais au ministère des Sports, le sport pour tous. Qui a été bien pensé, qui a un peu remplacé le sport de masse, parce qu'on ne peut pas parler de sport pour tous sans voir l'aîné qui est le sport de masse. Et on a vu que vraiment le sport pour personnes âgées est en déclin. Personne ne s'intéresse à ces personnes-là qui parfois se débrouillent seules avec tous les risques que ça comporte. C'est pour cela que l'association a pensé à réunir ces femmes-là à son siège. On était d'abord au stade municipal, après on était au CAO, maintenant on est au siège, on a plus de 400 personnes. Et on se réunit, on fait le sport sur des chaises, assis sur des chaises, on bouge, on transpire, on se met debout, on danse. Bon, il y a toute une gamme d'activités qu'on fait avec ces personnes-là. Et c'est vraiment très attrayant. Et quand vous les voyez faire, quand vous voyez ces personnes âgées-là bouger, vraiment ça fait plaisir à voir. Ah oui. Parce qu'il faut qu'on bouge pour notre santé, qu'on bouge pour notre énergie, qu'on bouge pour être actif. Et même sexuellement, c'est important pour la personne âgée. Alors, monsieur Traoré, parlant maintenant surtout des personnes âgées, aujourd'hui, surtout à leur âge, à quoi est-ce qu'ils sont confrontés généralement? Les personnes âgées sont confrontées à beaucoup de difficultés. Je voudrais rebondir sur la question du sport. Notamment à ce niveau-là. D'abord, pour parler de la nécessité de les accompagner, parce que le sport pour la personne âgée, l'OMS dit que c'est un véritable médicament pour prévenir le diabète, ou bien quand le diabète est déjà là pour mieux le contrôler, mais il en est de même pour les AVC et puis la plupart des affections. Et l'OMS dit rester actif pour bien vieillir. Or, qu'est-ce qui se passe? Souvent quand la retraite arrive ou quand la vieillesse arrive, c'est l'effet contraire. Les gens se replient. Les enfants même offrent le fauteuil du retraité. Or, le fauteuil du retraité, c'est le fauteuil de la mort. Parce que... Excusez-moi, c'est le fauteuil où on a l'impression qu'on est couché là. Voilà. On est étalé devant la télé, on ne bouge pas, on devient sédentaire. Et la sédentarité, c'est la mort. Ah oui, on a remarqué qu'effectivement, ça arrive. C'est rare de rentrer dans une cour où il y a un retraité ou une personne âgée sans voir ce genre de choses. Tout à fait. Ça m'a fait sourire. Alors, les personnes âgées, donc, il faut qu'on les pousse à faire le sport, que l'entourage, les familles les encouragent à faire le sport, que ce soit couché par des étirements, que ce soit assis, faire des mouvements sur les chaises, ou que ce soit sur le terrain, et aussi les transporter au lieu de sport, comme cette campagne que nous lançons le 19 septembre, pour lancer un appel aux personnes âgées et à leurs familles, et à toutes les personnes de venir faire le sport, pour encourager le sport des personnes âgées et leur redonner la vie. Alors, pour parler des préoccupations des personnes âgées, il y a parfois des discriminations ou des façons même de parler. Vous voyez, par exemple, quand les gens disent les vieilles personnes, c'est comme c'est des choses vieilles qui sont dépassées. Il y a des préjugés. Ce qui fait même quand on dit personnes âgées, il y a beaucoup de personnes comme moi, des gens qui ont mon âge ou l'âge de Madame Ouedraogo, plus de 60 ans, qui ne veulent pas qu'on les traite de personnes âgées. Voilà. Or, l'OMS et les Nations Unies disent dès qu'on a 60 ans, on est dans la catégorie des personnes âgées. Et c'est plutôt une grâce, une bénédiction. Combien de personnes ont atteint cet âge-là?
Donc c'est une grâce. Mais de façon rapide, les personnes âgées sont confrontées à d'autres problèmes qui sont importants. Vous voyez, quand vous avez 60 ans, la plupart des assurances rejettent la personne âgée. C'est une discrimination. Quand vous avez 60 ans, les banques, 60, 70 ans, vous n'avez plus droit au crédit. Vous ne pouvez plus prendre de crédit. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie en prenant des prêts, vous n'avez plus droit. Quand vous avez 60, 70 ans, on ne veut plus vous faire de prêts pour investir, faire de l'élevage et de telles activités. On dit qu'on est vieux. Mais quand vous prenez, comme le disait le président du Conseil national des personnes âgées la dernière fois, prenez le président de la Chambre de commerce aujourd'hui, il mène ses entreprises, il dirige la maison de l'entreprise, mais c'est une personne qui a 60 ans et plus. Et la plupart des grandes entreprises, des gens comme Nana Boureima et autres, des gens bien connus, voilà, des opérateurs économiques, mais les professeurs d'université. Oui, voilà. C'est comme du bon vin, il se bonifie avec l'âge. Tout ça, c'est des personnes âgées. Et mais quand les gens vont parler... Et même votre DG. Voilà. Votre PDG. Votre PDG. Oui. Monsieur Sidnaba, que je salue, que je respecte beaucoup, qui a eu cette vision, créé cette institution. Voilà. Mais c'est une personne âgée. Donc la personne âgée n'est pas improductive, la personne âgée n'est pas caractérisée par la maladie, par la faiblesse. Donc c'est extrêmement important. Une fois que ça c'est calé, c'est compris, bon, le reste, on l'intègre dans toutes les activités, on lui donne de participer à toutes les activités, et puis bon, ça contribue à son bien-être, et elle est toujours utile pour conseiller les jeunes générations. Alors, Madame Ouedraogo, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent on peut avoir ces personnes âgées là chez soi et ne vraiment pas savoir comment les occuper. Ça, c'est la réalité aussi. On a nos parents, mais on ne sait pas vraiment comment les occuper aussi. Ce n'est pas tellement dans notre culture. On a tendance à les laisser à la maison. Et on se dit tout le temps, papa, maman, repose-toi, repose-toi. Voilà. Maman ne fait pas ci, papa ne fait pas ci. Mais nous avons besoin de bouger. Et c'est pour cela qu'on a introduit ce sport sur les chaises. Oui. Par exemple, je suis personne âgée, je me lève le matin. Oui, je me lève le matin, je prends une chaise, bon, de préférable une chaise sans bras pour ne pas gêner le mouvement des bras. Et là, on marche. On peut, dans les premiers temps, marcher 10 minutes, se reposer, le lendemain faire 15 minutes. C'est-à-dire en état assis. En état assis. Voilà, on bouge les... Et on court, on marche. On peut courir même, trottiner sur place, sur la chaise, et même faire de la vitesse. Comme je dis à mes personnes, aux personnes qui sont avec moi quand on s'assoit, je dis, bon, aujourd'hui on va faire 60 mètres. On va voir qui va être derrière. Allez, tout le monde se met, on court. On se souffle, ça fait travailler le cœur. Parce que ces problèmes de maladies cardiovasculaires, c'est dû aussi à l'inactivité et à la sédentarité, comme disait mon président. Et ça c'est pour amener la personne rapidement vers la tombe, quoi. Si la personne ne fait rien. Ne fait rien. Donc bougeons pour notre santé, bougeons pour la vie. Pour notre vie, il faut bouger, il ne faut pas rester assis. Il y en a qui ont peut-être peur, et c'est vraiment justifié. Hein? Quand tu sors pour marcher sur la voie, tu ne fais pas attention, on te ramasse. On part sur les terrains de foot, je disais tantôt qu'on était au stade municipal, mais on a déchanté, on avait eu les mercredis, mais les jeunes viennent, ils jouent, ils tirent n'importe comment. Et si une balle touche une personne âgée en plein fouet comme ça, ce que nous recherchons là ne va plus aller. On n'a pas de cadre, on n'a pas d'endroit spécifique à nous pour faire du sport. Là où on part, les jeunes sont là. Là où on part, les jeunes, excusez-moi, je vous aime bien, on fait l'aérobic ensemble, mais cédez-nous un peu de place. Cédez-nous un peu de place. Pour nous, on n'a même pas parfois 30-40 minutes et on vous laisse la place. Mais quand vous arrivez, c'est compliqué. C'est le lieu pour faire, les endroits pour faire du sport. Je crois c'est tout ça qu'on veut organiser avec cette campagne, en lançant l'appel, en demandant par exemple au président des délégations spéciales des communes, des arrondissements, d'aménager des espaces. Ça n'a pas besoin d'argent, hein. On réserve un espace, un jour,
nous voyons avec le ministère de la Santé pour envoyer des moniteurs et puis ensuite avec les associations que dirige madame, mais pour organiser le sport pour les aînés. Et vous parliez de ce que la famille peut faire. La famille doit accompagner la personne âgée, l'écouter, la faire sortir et puis lui montrer comment elle a une grande importance. Voilà, et suivre les questions de santé. Parmi les problèmes que, voilà, j'ai oublié de citer, il y a la question de santé qui est extrêmement importante pour la personne âgée. Mais comme tout le monde, ce n'est pas la spécificité des personnes âgées d'être malade. Quelqu'un de 30 ans, 40 ans peut tomber malade. Mais au niveau de la personne âgée, il faut reconnaître qu'avec le vieillissement du corps, le corps s'affaiblit un peu. Il faut veiller sur la santé. Il faut justement faire de l'exercice. Il faut bouger. Comme le disait quelqu'un, ne pas être mobile, c'est choisir d'être immobile. Et immobile, ça tire vers la tombe. Et ça serait dommage. Mais aussi, quand il ne suffit pas de vivre très longtemps, mais quand on vit très longtemps, pas en bonne santé, c'est une calamité pour la personne et pour la famille. Imaginez quelqu'un qui est couché 10 ans, qui ne peut pas bouger. Les chutes, le manque d'équilibre, tout ça, c'est des problèmes. C'est pourquoi nous lançons cette campagne-là. Et dans cette campagne, nous lançons une opération spéciale, un aîné, un survêtement de sport. Et nous demandons aux gens de nous aider pour faire des cadeaux, donner des survêtements aux aînés pour les inciter à se mettre au sport. Ah oui. Donc, on va poursuivre dans la même lancée pour voir la suite. Le 7 septembre dernier, c'était le lancement avec la plantation d'arbres, la visite du musée. C'est quoi la suite de vos activités? Alors, le 19 septembre, le jeudi 19 septembre à 15h au Palais des Sports, donc c'est le lancement de la campagne de promotion des activités physiques, des sports et des loisirs pour les personnes âgées, mais avec toute la communauté. Il faut que les familles viennent, que les familles fassent sortir les aînés et les amènent, sinon les personnes âgées ne pourront pas sortir. Il faut que les sportifs de partout, que les gens amènent et viennent faire le sport avec les aînés. Ça, c'est un appel que nous lançons vraiment le jeudi 19 septembre à 15h. C'est sous le patronage du ministre des Sports. Et voilà. Et le 12 octobre, nous organisons une grande campagne de contrôle de santé et de visite médicale avec des spécialistes pour les personnes âgées. Donc, surtout ceux qui ne bénéficient pas, vous savez, il y a à peine 10% des personnes de 60 ans et plus qui bénéficient des contrôles et des visites faites par la Carrefour et la CNSS. Les 90% n'en bénéficient pas. Donc nous allons organiser ces contrôles de santé pour ceux qui pourront venir. Là aussi, les familles devront amener leurs parents âgés. Et le 31 octobre, nous lançons une initiative tout à fait spéciale. C'est l'initiative Burkina Faso, pays ami des aînés. IBF, objectif ADA en abrégé. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit vraiment d'impliquer toute la société dans la prise en compte des préoccupations des personnes âgées. Et nous allons décliner tout un programme. Par exemple, et on va vérifier qui réserve un guichet aux personnes âgées. Dans les banques, je salue l'ONEA qui le fait. Par exemple, quand vous allez à l'ONEA, vous avez guichet personnes âgées. La personne âgée ne fait pas 10 minutes pour payer ses factures. Ça, je salue. Par exemple, mais beaucoup d'autres ne le font pas. Vous allez dans certaines institutions, vous faites 2 heures ou 3 heures d'attente. Vous faites l'accueil ici, après, voilà. C'est épuisant. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines comme ça. Et quel quartier est éclairé, quel immeuble permet aux personnes âgées d'accéder facilement. Tout ça, voilà, ça va être décliné. C'est ça, une société amie des aînés. Nous allons lancer cette initiative le 31 octobre. Et puis, après, on va primer les uns. Et puis, on va aussi interpeller en douceur les autres. Inviter tout le monde à mener des actions. Et puis, le 29 décembre, nous comptons organiser le Nouvel An des aînés.
Ah, oui. Voilà, pour que les aînés, vous savez, le 31 décembre, le 1er janvier, les gens sortent, ils vont danser, les gens laissent les personnes âgées gardent la maison. Avec les enfants. Avec les enfants. petits-enfants, Nous voulons que oui. tout le monde puisse fêter avec les personnes âgées le 29 décembre. Mais ces campagnes de santé que nous lançons, de sport que nous lançons, c'est pas que lancer la campagne. Après, ces activités-là se font hebdomadairement. Ok. Voilà, nous allons désigner les sites à cet effet. Ah oui, c'est autant d'activités hein, jusqu'en décembre, ça veut dire septembre, décembre, c'est vraiment les mois d'action en faveur des personnes âgées. J'aimerais qu'on revienne sur le sport, Madame Ouedraogo, parce que votre activité phare en ce qui vous concerne, c'est vraiment le jeudi 19 septembre au Palais des Sports. Qu'est-ce que vous réservez à ces personnes âgées qui vont venir? Ah, du bon. Vraiment quelque chose de fabuleux. Si... J'invite les gens à venir, à venir soutenir, à venir accompagner et les personnes âgées à venir voir comment vous pouvez, même chez vous dans votre salon, avoir la santé, avoir l'énergie dans votre salon. Ah, si oui. vous venez, vous voyez, c'est pour cela, bon. Il faut voir comment ça se passe. Voilà, vous voyez comment ça se passe et bon, avec l'aide de certains médias, on peut toujours faire passer comme on le passait quelque part. Les matins, les gens se lèvent et ils font le sport en même temps. Vraiment, on lance cet appel-là aux médias. Et c'est par là que les gens pourront voir, pourront copier pour que ça rentre dans leur tête et qu'ils continuent. Parce que quand on parle de personnes âgées, on dit 60 ans. Mais il y a des personnes qui n'ont pas 60 ans, même à 50, 55 ans, qui sont dans le déclin, qui déclinent plus que les personnes âgées. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans pour se dire personne âgée. Quand on voit que vraiment ça ne suit plus vraiment droit, commencez à bouger. C'est parce que vous ne bougez pas. Okay. 1 heure le matin ou 45 minutes le matin, pour se remettre en forme, je crois que c'est important. Donc, et je voudrais dire qu'il faut, comme elle l'a dit, il faut que les gens commencent avant 60 ans. Oui. Voilà, 40 ans, 50 ans, nous invitons toutes ces personnes à venir. On dit qu'on ne fait pas au match ce qu'on n'a pas fait à l'entraînement. Pourquoi attendre 60 ans pour dire on va sortir maintenant quand on n'a pas pris l'habitude? En tout cas, je dois dire que ce sport se fera en musique. Okay. Donc, nous aurons des artistes qui vont animer et ce sera dans la douceur, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Ah oui. Donc, et les conditions de participation c'est totalement gratuit. C'est gratuit. Totalement gratuit. On demande seulement aux gens de venir et je lance encore un appel que les familles viennent. Ça profitera à tout le monde. Et on dit que de façon générale, ce qui arrange la personne âgée arrange tout le reste de la société. Et je voudrais préciser, on dit personne âgée, il y en a qui n'aiment pas le terme personne âgée, parce qu'ils se disent qu'on les vieillit. Donc il y en a qui préfèrent le terme de senior, de gens du 3e âge, le terme d'aîné, de sage. Voilà, mais on dit tout le monde est concerné. Le terme personne âgée est consacré par les Nations Unies quand on a 60 ans et plus. Merci. Je voulais ajouter quelque chose. Que les jeunes viennent, parce que c'est pas tout le monde qui... Il y en a qui seront sur les chaises pour l'aérobic et il y en a qui seront debout. Ok. Donc, chacun aura son compte. Chacun va avoir quelque chose à rapporter chez lui. On va faire l'aérobic sur la chaise avec la musique et l'aérobic debout. D'accord, donc c'est ouvert à tous. À notre tour, nous on tient vraiment à vous remercier de cette initiative, de nous avoir reçus ici. En tout cas, vous contribuez, comme nous le disons, à ajouter de la joie aux années ajoutées à la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Je rappelle que nous étions avec le colonel-major à la retraite, Daouda Traoré, président de l'association Génération Solidaire. Et nous étions également avec Madame Ouedraogo Sanouidi Florentine. Elle est la chargée des sports et loisirs au niveau donc de l'association et elle est professeure donc de sport
À la retraite. À la retraite. Merci bien. On se retrouvera tout de suite dans quelques jours, le jeudi 19 septembre, au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour le sport réservé aux personnes âgées, mais également les jeunes peuvent participer. C'est à partir de quelle heure? De 15 heures. Ah, de 15 heures, donc c'est dans la Ça soirée. sera en salle, donc... Oui. Faut pas... Même s'il pleut, vous Même serez s'il là. pleut, on est là. Parce que c'est couvert, ça sera en salle, donc n'hésitez pas à venir. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Nous recevons aujourd'hui le professeur de SVT au niveau de Comsilga, promoteur de K-Educ, un cabinet en tout cas qui vous offre des services en termes donc d'apprentissage scolaire, vente de manuels également et accompagnement de vos enfants. Et puis promoteur d'un événement, il s'agit donc du CONFEC. Voilà, c'est de la confec, la conférence des confec, voilà, les conférences alors. Voilà, nous sommes avec monsieur Sibiri Keno. Bonjour. Bonjour maman. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Alors justement les confec, donc les conférences de l'éducation. Ça s'est passé le week-end dernier. Oui, comment ça s'est passé justement? Est-ce que ça s'est bien passé? C'est bien déroulé? Oui, les conférences sur l'éducation de Comsilga et troisième édition se sont très bien déroulées grâce au soutien de nombreux acteurs dont Savant TV qui m'a accompagné de bout en bout et je vous dis merci. Et on a eu le panel et on a fait la remise des dons aux enfants vulnérables. Voilà, une remise symbolique. Et après, maintenant, on va passer dans les écoles et dans les différentes familles pour les autres remises. Voilà, il y a aussi la collecte de fonds qu'on a fait sur place. En tout cas, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les gens sont sortis, l'exposition aussi. En tout cas, ça a été waouh. Tant mieux. On verra le bilan certainement un autre jour. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la nécessité d'être reconnaissant envers les autres. C'est un thème de la société. C'est un thème aussi qui parle des valeurs de nos sociétés. Alors, la nécessité d'être reconnaissant envers les autres. Est-ce déjà le début, justement, des cours d'éducation civique, M. Keno? Oui et non. Alors, l'éducation civique que l'État est en train de réintroduire à partir de cette rentrée scolaire dans l'enseignement et au poste primaire et au secondaire. Alors, avec pour objectif, bien sûr, de cultiver le civisme, le patriotisme et de promouvoir les valeurs très utiles de notre société, voilà, telles que le respect. Voilà, donc tout ça. Alors, ça inspire, oui, mais moi-même en tant qu'enseignant, et c'est des valeurs que je promets, mes élèves, que j'essaie de promouvoir. Mes élèves savent bien ça. À chaque fois, il faut dire merci. Voilà, quand on te fait du bien. Voilà, donc il y a les conférences qui sont déroulées récemment. Et c'est tout à fait normal que je sois reconnaissant envers tous ces gens-là qui m'ont soutenu dans Savant TV. Alors, Monsieur Keno, ça veut dire quoi être reconnaissant en fait? Alors, être reconnaissant envers l'autre, c'est lui prouver son amour parce qu'il a été, parce qu'il est à côté de toi, parce qu'il a fait quelque chose pour toi. C'est reconnaître qu'il a contribué à ton succès, à ce que tu es. Voilà, c'est reconnaître qu'il t'a soutenu quand tu étais en difficulté, qu'il t'a accompagné. Voilà, et parce qu'il t'a mis au monde. On peut être reconnaissant. On doit être reconnaissant envers les parents. Tout simplement parce que nous existons. Quand on dit Ibrahim Traoré, quand on dit Abdul Service, quand on cite Ebomaf, alors c'est grâce aux efforts de leurs parents, en première position, qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc, la reconnaissance des enfants envers les parents, c'est tout à fait normal. Et pourquoi doit-on manifester justement sa reconnaissance envers les autres? Alors, on doit manifester sa reconnaissance envers les autres. Alors, pour tout simplement les encourager. Et c'est une manifestation d'amour pour son prochain, et comme je l'ai dit, mais ça encourage. Par exemple, quand quelqu'un il tourne, il fait le bien, c'est fatigant. Hein? Quand tu veux faire le mal, c'est en quelques secondes et puis voilà. Et les gens vont parler, les médias vont venir prendre ça cadeau. Mais quand tu veux faire le bien, c'est fatigant, ça demande de l'énergie, de l'argent. Donc quand quelqu'un fait tout ça, il faut l'encourager en disant un merci, en lui adressant des attentions de reconnaissance. Et même un simple geste, ça peut l'aider à
ça peut l'encourager et ça le motive à continuer dans ce sens. Sinon, à un certain moment, certaines personnes, après avoir tourné, fait le bien, travaillé pour les gens, alors ils se demandent est-ce que c'est bien. Est-ce que ce que j'ai fait au fil, c'est bien? Parce que personne ne dit rien et moi, ça me fatigue. Et l'encourage souvent qui décourage. Alors, est-ce que c'est toi seul? Alors, qui est enseignant, tu tournes, tu fais ça. Est-ce que c'est toi seul qui as l'argent? Tu aides les autres. Alors, est-ce que c'est eux qui ont travaillé pour te donner l'argent? Tu n'as pas de parents, tu n'as pas de famille. Voilà. Donc, c'est décourageant quand les gens parlent. Mais quand ceux que tu accompagnes et ceux que tu soutiens là sont reconnaissants, ça te motive et ça te permet de continuer dans cette lancée, de promouvoir cette valeur. Bien sûr. Alors, quelles sont maintenant les conséquences si on n'est pas reconnaissant envers les autres? Alors, quand on n'est pas reconnaissant envers les autres, tout naturellement, il y a le fait que le découragement, l'abandon du bienfait, ou bien, par exemple, un travailleur dans votre service qui travaille très bien. Et quand il y a des décorations, des honneurs, alors, c'est tellement oublié, ça peut le décourager complètement. Et vous allez voir que ça va jouer sur son rendement. Et quand vous prenez chez nous dans l'enseignement apprentissage, alors les enseignants savent très bien qu'un enfant qui est encouragé, vraiment, il produit plus. Oui. Alors même quand le simple fait de lever le doigt et puis donner une réponse, même si ce n'est pas la bonne réponse, ou bien ce n'est pas une réponse suffisante, il faut l'encourager parce qu'il y a d'autres qui vont venir et faire 2 heures de cours sans ouvrir la bouche. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce que tu dis. Mais quelqu'un s'intéresse à ce que tu dis, même si ce n'est pas bien. On doit l'encourager avec très bien. Merci pour avoir tenté. Voilà, en tout cas des encouragements comme ça, ça leur donne beaucoup de tonus et puis c'est intéressant. Et quand on n'encourage pas aussi, c'est la perte des valeurs. Et on perd des modèles. Par exemple, si on dit que Thomas Sankara, tout le monde entier parle de lui, et si à l'intérieur on ne parle pas de lui, nous refusons de parler de lui parce que la politique, les politiciens d'une époque donnée ne veulent pas. C'est pas bien. Les enfants ne vont même pas le connaître. Alors, c'est dit, on ne présente pas les modèles pour inspirer. Voilà, donc c'est ça. Et là, le manque de reconnaissance, et on voit tous ces éléments que je viens de citer. Mais par exemple, dans quelles conditions on doit s'abstenir de dire merci ouvertement? Oui, il y a des moments où on doit s'abstenir parce que quelqu'un qui vient, il fait un don, il dit il ne veut pas qu'on cite son nom. Alors peut-être qu'il faut remercier dans le cœur, il faut prier pour lui, voilà, pour que ses affaires marchent, mais ne pas publier parce que c'est sa volonté. Voilà, il y a des gens comme ça, ils viennent donner. Je sais qu'ils étaient quelque part dans une église et quelqu'un a envoyé des sacs de riz descendre. Il a envoyé un enfant. Et il dit de descendre, il dit que c'est pour les vieilles personnes des différents quartiers. Et lui, il a préféré passer par le catéchisme pour qu'on donne. On a demandé à savoir, il dit non. L'intéressé de ne pas donner son nom, il dit de donner le riz là seulement. Donc bon, on était obligé d'accepter et de chercher vraiment des personnes qui sont dans le besoin pour donner. La personne ne veut pas qu'on sache que c'est lui, donc ça ne sert pas de chercher à remercier. Il y a des moments aussi où, par exemple, des gens ont des sollicitations. Quelqu'un, il a une ligne de conduite, il a une entreprise, il fait des œuvres sociales, alors, et pour attirer les clients. Mais souvent, sa famille n'est pas forcément pour. Alors, parce que les gens pensent qu'une entreprise un chef d'entreprise qui donne l'argent, alors c'est un gaspillage. Non, ça peut être une démarche pour attirer les clients. Mais la famille, par exemple, voudrait que cet argent leur profite. Alors que non, si on ne fait pas comme ça, on ne va pas avoir l'argent là pour pouvoir gérer la famille. Voilà, c'est une stratégie commerciale, par exemple. Donc, en ce moment, si vous voyez que les remerciements de façon ouverte là, ça va déranger la famille, on peut s'abstenir, voilà, pour ne pas créer des désagréments. Voilà, c'est important. Et quelles sont les implications aussi sur l'éducation des enfants, que ce soit à l'école ou en famille? Alors, pour l'implication, c'est que nous devons apprendre aux enfants dès le bas âge à dire merci à tout moment. Oui, quand tu appelles ton enfant, tu lui fais des reproches, tu fais des conseils, il doit te dire merci. Il faut lui apprendre ça. Un tonton qui vient lui donner un billet de 1000 francs, il doit dire merci. On t'a donné un bonbon, dire merci. Ce n'est pas la quantité qu'on doit regarder, mais c'est le geste qu'on doit regarder. Voilà, donc c'est comme ça. On doit apprendre ça aux enfants, que ce soit à l'école ou à la maison, pour qu'ils grandissent avec ça. Parce que tout simplement, s'ils n'ont pas, ils n'ont pas cette valeur-là, ils n'apprennent pas, ils ne peuvent pas donner. On ne peut pas donner
ce qu'on n'a pas appris. Bien Voilà, sûr. s'ils n'apprennent pas ça quand ils sont petits, et c'est un peu compliqué. Même après le repas, on doit dire merci. Nous, on a une maman, alors quand elle finit de manger, elle va te réciter tout un chapelet. Remercier celui qui a fait celle qui a fait la cuisine, alors remercier le producteur, et voilà, tout ça là. Et c'est important d'être reconnaissant. Voilà. C'est vraiment des valeurs importantes, surtout quand nos enfants arrivent à inculquer ça. C'est bien. Et vous semblez aussi être inspiré pour parler donc de cette valeur-là, la reconnaissance. Est-ce que c'est une valeur aussi que vous partagez autour de vous? Exactement. Mais avant de revenir à ça, je peux dire qu'on peut être reconnaissant de plusieurs manières. C'est pas à travers des mots, et une lettre de reconnaissance, et une attestation de reconnaissance, une lettre de remerciement. Ça peut être aussi une salle qu'on baptise. Par exemple, quand on dit studio Intel, voilà, c'est une reconnaissance. Université Norbert Jango de Kourgou, Université Thomas Sankara, voilà, c'est des reconnaissances. Oui, je partage cette valeur, comme je disais tantôt. Alors, moi, j'insiste beaucoup avec mes élèves pour qu'on soit reconnaissant. Et c'est comme je disais tantôt, le confect, c'était le week-end. Si je ne suis pas reconnaissant, ce n'est pas normal. Les gens m'ont beaucoup soutenu, que ce soit en argent, en soutien organisationnel et en médiatisation avec Savane et TV. Alors, je remercie tout le personnel de Savane TV et Lagi et Elad Sidnaba, voilà, en premier. Merci, Voilà, beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et on espère que, en tout cas, la leçon est passée, que vous allez pouvoir partager ces valeurs-là chez vous. Parce que on a dit que dans le monde où on est là, c'est quand votre enfant à la base, à la maison, a une certaine valeur qu'on peut le préserver. Il peut ne pas être contaminé par le dehors, pour parler simplement. C'est bien de faire évoluer vos enfants avec des valeurs intrinsèques et pouvoir mieux se positionner dans la société. Merci, Monsieur Kenou. Merci, maman. On aura encore d'autres occasions à travers d'autres Bonne émissions. journée. Merci. Alors, on va se dire au revoir ici. C'est terminé pour Bonjour le Faso. Merci à toute l'équipe derrière et merci à vous de votre fidélité. Prenez soin de vous.